le frère en question pose la question de savoir si, pour avoir bien compris, ce moi actif et ce moi qui est au service, si vous voulez, d'un tout, d'une collectivité, voilà, et ce moi inerte serait plutôt, disons, pour résumer, le moi négatif, l'ego. Ce moi négatif, l'ego, hein, cet ego qui est exacerbé et qui est exacerbé peut-être dans la tradition islamique par celui qu'on appelle Iblis. Voilà. Oui, oui, oui. Bien sûr, bien sûr. Oui, bien sûr, Iblis l'exacerbe. Mais voici comment on peut voir la chose, comment on peut présenter la chose. Ce qu'on appelle le moi égoïste, disons, en fait, c'est un moi qui se méconnaît lui-même. Par exemple, dans la critique du fameux professeur Herbart, il dit ceci. Il dit, bien sûr, il reconnaît que le moi existe, bien sûr, mais il précise que ce moi n'est en fait qu'une abstraction, voyez-vous. Alors, les gens vous diront aujourd'hui, et alors, c'est abstraction, ça signifie quelque chose qui n'est pas palpable, voyez-vous, qui n'a pas de réalité proprement dite, c'est une construction abstraite et donc arbitraire, personnelle. Si vous dites ça à quelqu'un, enfin, qui est formé au New Age aujourd'hui, comme on dit, au Nouvel Âge, enfin, qui reçoit les impressions de l'extérieur comme ça, il vous dira, ben, je fais ce que je veux, je fais ce que je veux. Le professeur, le philosophe en question dit la preuve que le moi et l'âme, c'est deux choses différentes. Pour lui c'est deux choses différentes. Hein. C'est que il reconnaît que l'âme, parce que c'est un croyant de l'époque quand même, il ne peut pas nier l'existence de l'âme. Il dit que mais l'âme, c'est quelque chose en fait qui intéresse Dieu et que, enfin, comme quelque chose, voyez-vous, comme un bagage que je n'ouvre pas, mais qui est fait pour le destinataire, voilà, qui serait la puissance qui nous juge. Et pour le reste, il dit que le moi en question est quelque chose qui est variable. Par exemple, il dit, rien que le fait de dire ça ne m'intéresse pas, ça ne me concerne pas, montre que le moi peut être indifférent aux choses, que le moi, disons, est un choix délibéré. Voyez-vous, ce n'est pas une existence interne, c'est la conséquence d'une situation. Bon, ben écoutez, on le dit d'ailleurs, c'est mon choix. Voilà. Il faut bien que je choisisse, bien sûr. Et comme vous allez dans un magasin de vêtements, eh ben voilà, ça te plaît. En général, vous dites oui, ça me plaît parce que, tu vois, ça s'adapte, ça s'harmonise avec ceci, avec cela, etc. Vous pouvez aussi répondre, oh, de toute façon, je l'achète parce que, ben oui, c'est mon choix, c'est tout. Alors là, aussitôt, dans la vie actuelle, on dit c'est son choix. Eh ben écoutez, oui, il a bien le droit, comme on dit. Non. Le droit, en réalité, est une notion d'obligation qui est interne au moi et qui l'oblige à faire quelque chose. Le droit, si je puis dire, si je me fais bien entendre, le droit n'est jamais arbitraire. On présente le droit comme un arbitraire. On dit c'est son droit, mais on ne dit pas ce qu'elle doit faire à personne. Vous voyez? Alors là, je le vois comme ça. Avant, on dit je le vois comme ça. On donnait des raisons, on donne des raisons. Non, c'est mes raisons, c'est tout. C'est moi qui le vois comme ça. J'entends dire ça. J'entends dire ça, on ne me le dit pas. Hein. Enfin, on ne me le dit pas, ne croyez pas que je sois autoritaire. Je le suis un peu, je crois. Enfin, autoritaire. Enfin, j'essaie de redresser les gens autour de moi. Mais disons que les parents me racontent, c'est ce que disent les enfants. Moi, je le vois comme ça, c'est tout. Tu veux m'aider à ranger la table? Ah non. Non, ça me dit rien. C'est authentique, je vous dis. C'est une famille marocaine, en plus, oui, comme j'imagine. Je dis marocaine parce que, vous savez, quand je suis en Iran, j'ai fait quelques fois en Iran, maintenant peut-être ça sera difficile à cause de mon âge. Ce qui me plaît, c'est la vie de famille. Je retrouve la vie de famille que j'avais moi, dans les années 53, 54, 55, avec l'affection, les grands-parents, les parents, les enfants, les petits-enfants. Vous voyez où je les vois quand ils viennent autour de moi, par exemple, ils sont contents de me montrer ce qu'ils font, etc.
c'est naturel. Mais ça, je ne le vois plus aujourd'hui dans mes relations européennes ou dans la plupart de mes relations européennes. C'est pas, et alors, justement, vous allez me dire, mais quelle relation avec le moi? Eh bien, le moi devient une excuse. C'est leur affaire. Voilà, c'est leur affaire. C'est ce que dit Herbart, dont j'ai cité. Il dit, ça prouve donc que le moi varie selon les situations. Il ne voit pas le moi comme une réalité intérieure et profonde. Voyez-vous, c'est mystérieuse. Mystérieuse, c'est-à-dire qu'en réalité, la destination du moi n'est pas de rester dans le corps de l'homme. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est ce que dit Platon. D'ailleurs, l'âme attire le corps, elle l'aspire dans son mouvement, mais ne se confond pas avec le corps. Or, aujourd'hui, le corps ou le moi, c'est la même chose. Vous voyez? Alors, d'un côté, il y a le mépris du moi comme une fiction, et d'autre côté, il y a l'exaltation du moi dans la mesure où cela permet, qu'est-ce que cela permet? L'inaction, l'inactivité. Bon, vous allez me dire, mais les gens sont actifs quand même. Oui, mais ce qui importe, c'est la continuité dans l'action, la continuité dans l'acte. On appelle ça comment? La volonté morale. Essayez de dire à un psychologue par exemple ordinaire, je manque de volonté. Mais non, c'est vous qui vous voyez mal. Essayez un peu de faire respirer votre moi. Vous voyez? Vous savez, le moi, c'est quelque chose qui se construit, on vous dira. Vous savez, essayez de voir ça. Vous voulez qu'on parle un peu? Racontez-moi votre rêve. Et puis payez-moi avec la carte, évidemment, quand vous partez. Vous voyez? C'est ce que j'entends dire, c'est ce que l'on me rapporte. Voyez-vous? Racontez-moi ce que vous voyez. Qu'est-ce que vous aimeriez faire, par exemple? Je ne sais pas, etc. Bon, voilà, alors, ça dure une demi-heure, 3/4 d'heure. Revenez me voir. L'habitude est prise, voyez-vous. Et à ce moment-là, il y a une décharge du moi profond, de votre moi réel, entre les mains du psychiatre ou du psychanalyste, voyez-vous. Moi, alors les gens sont troublés par cela, bien sûr, puisque leur moi réel est violenté, si je puis dire. J'avais un camarade qui était de préparation, qui s'est inscrit à l'école de Paris, l'école de psychanalyse de Paris, pour exercer. Et un jour, je l'ai revu, nous étions jeunes encore, et quelques années après, peut-être 6 ans après. Et il m'a dit, oh, j'exerce, il n'était pas médecin, hein. J'exerce, ça va, il dit, j'ai une vingtaine de personnes, oh, tu vois, je tire depuis 5-6 ans, je n'ai eu que 3 suicides. Hein. Oh, c'est pas grave, c'est pas important, vous voyez. Alors lui-même, donc, il est indifférent, voyez-vous. Et il fait ça comme les gens en ont besoin, ils ont besoin qu'on parle d'eux. Ils sont un peu faibles, je suis là. Je sais que je ne suis pas très actif non plus. C'est que je ne suis pas très, comment vous dire, très efficace. Mais écoutez, je ne les oblige pas à venir, il m'a dit. Ils viennent quand ils veulent. Voyez. Alors là-dessus, qu'est-ce que vous voulez faire? Vous ne savez pas si vous avez vraiment un aide-soignant, si vous avez quelqu'un qui vous écoute, si vraiment quelqu'un est capable de vous donner un conseil. Avant, dans l'église catholique, il y avait le confessionnal. C'est-à-dire, les gens disaient leur péché au prêtre, et le prêtre leur faisait prendre l'engagement, évidemment, de ne pas recommencer. Cet engagement, en latin, ça s'appelle sacramentum. C'est l'engagement du soldat devant son chef. Ça donnait le terme de sacrement, voyez-vous. Et alors, on développait le sentiment de responsabilité. Comprenez? Tandis que là, non, tu ne réponds qu'à toi-même. Comprenez? Alors, le moi est tantôt, voilà comment je conclurai, le moi est tantôt abaissé, c'est une fiction, on a le moi qu'on veut, bon, voilà. Ou tantôt, il est, disons, utilisé pour pouvoir justifier, justement, une certaine inertie, justifier l'irresponsabilité. Alors, vous avez donc le bon moi, si je puis dire, et le mauvais moi. Le mauvais moi, c'est ce qu'on appelle l'ego. Mais le mot d'ego, en lui-même, n'est pas mauvais. Ego signifie en latin « je ». Alors, quand vous dites je, c'est mauvais ou c'est bon? Tout dépend, vous allez me dire ce que je fais. Vous avez raison. Donc, le moi est lié à l'action. Donc, le moi, il est porteur d'une bonne action ou d'une mauvaise action. C'est pour ça qu'on dit en français. Mais qu'est-ce qu'on dit en français? Le moi, je vous demande de vous corriger. Le moi se corrige. Vous voyez? Vous comprenez ce que je veux dire? Oui. C'est-à-dire que quand je dis à quelqu'un de faire son devoir, je ne lui dis pas je serai derrière vous pour vous aider. Non, vous le faites votre devoir. C'est votre devoir. Lui-même.
Je dis ça que ce soit un devoir par écrit, soit le devoir d'agir, etc. Vous savez la formule de Kant que vous connaissez, que connaît bien je m'excuse de parler, vous parlez toujours de vous, Abou Malika, c'est tu dois donc tu peux. Tu dois donc tu peux. Ça veut dire que le devoir que nous avons est non pas adapté à notre moi, mais prendre comme manifestation l'unité du moi. C'est-à-dire sans moi, pas de devoir. Sans devoir, pas de moi. Voyez-vous? Alors ça, c'est vraiment, si vous dites ça aujourd'hui, partout, hein, vous avez vraiment une révolution. C'est d'ailleurs l'école de Francfort, justement, dont j'ai parlé, elle lutte contre ça. Vous voyez? Elle lutte, elle dit aux gens, vous voyez, le principe d'obéissance, c'est très mauvais. On va regarder où ça a conduit. Je ne veux pas vous faire d'un dessin, vous voyez? Voilà. Alors, qu'est-ce que vous voulez faire? Comment croyez-vous que les gens vont trouver le bonheur? Un jeune homme, une jeune femme va trouver le bonheur dans sa vie, voyez-vous, si elle part avec cette idée-là. C'est-à-dire, si elle n'est pas préparée à obéir d'abord à elle-même. Vous comprenez? Avant d'obéir à votre mari, à votre femme, au mari à sa femme, femme à son mari, il faut d'abord obéir à soi-même. Il faut comprendre ce que c'est que le devoir. Et approuver ou désapprouver ce qu'on vous dit. Vous voyez? Mais le terme de devoir, le tu dois donc tu peux, c'est vraiment la maxime idéaliste par définition. On appelle ça l'éducation prussienne, tout ça. Enfin, je m'entends dire aujourd'hui par des gens d'une quarantaine d'années. Voyez-vous? Quand je dis par exemple que j'ai vu dans la vidéo que j'ai faite autrefois, je sais, j'en parle parce que faut que je m'en parle, mais je donnais mon expérience de professeur et surtout d'étudiants. Comme nous étions chez les jésuites, par exemple, et au lycée c'était la même chose, on nous laissait dans des salles d'études en plein silence. Voyez-vous? Donc nous étions avec nous-mêmes. Le moi parlait au moi, si vous voulez. C'est ça la réflexion. La réflexion, c'est le moi qui se parle au moi. Alors on vous dit, ah mais non, c'est Narcisse, il se contemple dans l'eau, il s'aime dans l'eau. Voilà, on trouve toujours des images, bien sûr. Il ne s'agit pas de s'aimer dans un miroir, il s'agit de se reconnaître dans un miroir. Voilà, voyez-vous? D'où la formule, je vous dis, des anciens Grecs, c'était connais-toi toi-même, voyez-vous? Formule qu'on trouve à Delphes, vous savez. Avant, il y avait par exemple je me suis prolongé un peu, mais nous faisions ce qu'on appelait des dissertations. C'est-à-dire qu'on nous donnait une phrase, par exemple, à commenter. Voyez-vous? Aujourd'hui, on a supprimé en grande partie cet exercice. On fait des commentaires de texte dans lesquels chacun peut donner son avis, même s'il ne connaît pas le sujet ni le livre. Ce qui est quand même un peu fort. Et ça participe à cette nouvelle philosophie, cette nouvelle psychologie. Voyez-vous? Vous vous êtes exprimé. Oui. Et là, où est la vérité là-dedans? Mais non, la vérité, ça, c'est une abstraction. Bien sûr. Une abstraction est une fiction. On en a besoin, bien sûr. C'est pour s'accorder. C'est pour, arranger l'édifice scientifique. On dit que c'est la vérité. Vous savez, les vérités, on me dit, c'est quelque chose qui disparaît. Hein. Qui disparaît. Il y en a des vérités, il y en a combien? Il y en a combien de vérités, on me dit? On n'arrêtera jamais de créer des vérités. Et c'est ce que j'entends dire par des collègues. Vous voyez? Bon, et puis, je préfère ne rien entendre, évidemment, qu'avoir ça. Et alors, je ne me mets pas en colère parce que, pourquoi je me devrais me mettre en colère? Je ne le fais pas parce que je sais que ces gens-là ne sont pas coupables. Ils sont coupables, disons, en certain sens, mais ils ne sont pas réellement responsables non plus. Parce qu'ils ont été induits en erreur. C'est justement le propre d'Iblis. Iblis, qu'est-ce qu'il fait? Il trompe l'homme. C'est tout. Il le trompe. Et alors, il dit ensuite, quand il est trompé, qu'est-ce qu'il dit à l'homme? Non, non, je ne t'ai pas trompé. Tu t'es trompé. N'est-ce pas? C'est comme ça que là. Tu t'es trompé. Je ne suis pas responsable. Pourquoi tu as obéi à ce que j'ai dit? Tu sais bien. C'est expliqué dans le livre, bien sûr. Oui. Je ne sais pas ce que vous en pensez. À Boblica, je ne suis pas un prédicateur, vous savez. Enfin, je vois quand même les choses comme elles sont, quoi. Bien entendu. Ben oui, Alors, écoutez. Professeur, je voulais peut-être donner une dernière question à l'un de nos intervenants. Et comme ça, après, on vous libère. Merci. C'est un mot qui n'est pas exact, mais qui est... Oui. Mais avec vous, je ressens la liberté. Voilà. Alhamdulillah, tant mieux. On écoute le monsieur alors. Je vous en prie, monsieur, je vous en prie, frère. Islamique par celui qu'on appelle Iblis. Voilà. Oui, oui. Bien sûr, bien sûr. Oui, bien sûr, Iblis l'exacerbe. Mais voici
comment on peut voir la chose, comment on peut présenter la chose. Ce qu'on appelle le moi égoïste, disons, en fait, c'est un moi qui se méconnaît lui-même. Par exemple, dans la critique du fameux professeur Herbart, il dit ceci. Il dit, bien sûr, il reconnaît que le moi existe, bien sûr, mais il précise que ce moi n'est en fait qu'une abstraction, voyez-vous. Alors, les gens vous diront aujourd'hui, et alors, c'est abstraction, ça signifie quelque chose qui n'est pas palpable, voyez-vous, qui n'a pas de réalité proprement dite. C'est une construction abstraite et donc arbitraire, personnelle. Si vous dites ça à quelqu'un, enfin, qui est formé au New Age aujourd'hui, comme on dit, au Nouvel Âge, enfin, qui reçoit des impressions de l'extérieur comme ça, il vous dira, ben, je fais ce que je veux, je fais ce que je veux. Le professeur, le philosophe en question dit, la preuve que le moi et l'âme, c'est deux choses différentes. Pour lui, c'est deux choses différentes. Hein. C'est que il reconnaît que l'âme, parce que c'est un croyant de l'époque quand même, il ne peut pas nier l'existence de l'âme. Il dit que mais l'âme, c'est quelque chose en fait qui intéresse Dieu et que, enfin, comme quelque chose, voyez-vous, comme un bagage que je n'ouvre pas, mais qui est fait pour le destinataire, voilà, qui serait la puissance qui nous juge. Et pour le reste, il dit le moi en question est quelque chose qui est variable. Par exemple, il dit, rien que le fait de dire ça ne m'intéresse pas, ça ne me concerne pas, montre que le moi peut être indifférent aux choses, que le moi, disons, est un choix délibéré. Voyez-vous, ce n'est pas une existence interne, c'est la conséquence d'une situation. Bon, ben écoutez, on le dit d'ailleurs, c'est mon choix. Voilà. Il faut bien que je choisisse, bien sûr. Et comme vous allez dans un magasin de vêtements, eh ben voilà, ça te plaît. En général, vous dites oui, ça me plaît parce que, tu vois, ça s'adapte, ça s'harmonise avec ceci, avec cela, etc. Vous pouvez aussi répondre, oh, de toute façon, je l'achète parce que, oui, c'est mon choix, c'est tout. Alors là, aussitôt, dans la vie actuelle, on dit c'est son choix. Eh ben, écoutez, oui, il a bien le droit, comme on dit. Non. Le droit, en réalité, est une notion d'obligation qui est interne au moi et qui l'oblige à faire quelque chose. Le droit, si je puis dire, si je me fais bien entendre, le droit n'est jamais arbitraire. On présente le droit comme un arbitraire. On dit c'est son droit, mais on ne dit pas ce qu'elle doit faire à personne. Vous voyez ? Et alors là, je le vois comme ça. Avant, on dit je le vois comme ça. On donnait des raisons, on donne des raisons. Non, c'est mes raisons, c'est tout. C'est moi qui le vois comme ça. J'entends dire ça. On me le dit pas. Hein. Enfin, on me le dit pas. Ne croyez pas que je sois autoritaire. Je le suis un peu, je crois. Enfin, autoritaire. Enfin, j'essaie de redresser les gens autour de moi. Mais disons que les parents me racontent, c'est ce que disent les enfants. Moi, je le vois comme ça, c'est tout. Tu veux m'aider à ranger la table? Ah non. Non, ça me dit rien. C'est authentique, je vous dis. C'est une famille marocaine, en plus, vous voyez, comme j'imagine. Je dis marocaine parce que, vous savez, quand je suis en Iran, j'ai fait quelques fois en Iran, maintenant peut-être ça sera difficile à cause de mon âge. Ce qui me plaît, c'est la vie de famille. Je retrouve la vie de famille que j'avais moi, dans les années 53, 54, 55, avec l'affection, les grands-parents, les parents, les enfants, les petits-enfants. Vous voyez où je les vois quand ils viennent autour de moi, par exemple, ils sont contents de me montrer ce qu'ils font, etc. C'est naturel, mais ça, je ne le vois plus aujourd'hui dans mes relations européennes ou dans la plupart de mes relations européennes. Et alors, justement, vous allez me dire, mais en quelle relation avec le moi? Eh bien, le moi devient une excuse. C'est leur affaire. Voilà, c'est leur affaire. C'est ce que dit Herbart, dont j'ai cité. Il dit, ça prouve donc que le moi varie selon les situations. Il ne voit pas le moi comme une réalité intérieure et profonde. Voyez-vous, c'est mystérieuse. Mystérieuse, c'est-à-dire qu'en réalité, la destination du moi n'est pas de rester dans le corps de l'homme. Vous comprenez? C'est ce que dit Platon. D'ailleurs, l'âme attire le corps, elle l'aspire dans son mouvement, mais ne se confond pas avec le corps.
Or, aujourd'hui, le corps ou le moi, c'est la même chose. Vous voyez? Alors, d'un côté, il y a le mépris du moi comme une fiction, et d'autre côté, il y a l'exaltation du moi dans la mesure où cela permet, qu'est-ce que cela permet? L'inaction, l'inactivité. Bon, vous allez me dire, mais les gens sont actifs quand même. Oui, mais ce qui importe, c'est la continuité dans l'action, la continuité dans l'acte. On appelle ça comment? La volonté morale. Essayez de dire à un psychologue par exemple ordinaire, je manque de volonté. Mais non, c'est vous qui vous voyez mal. Essayez un peu de faire respirer votre moi. Vous voyez? Vous savez, le moi, c'est quelque chose qui se construit, on vous dira. Vous savez, essayez de voir ça. Vous voulez qu'on parle un peu? Racontez-moi votre rêve. Et puis payez-moi avec la carte, évidemment, quand vous partez. Vous voyez? C'est ce que j'entends dire. C'est ce que l'on me rapporte. Voyez-vous? Racontez-moi ce que vous avez, ce que vous voyez. Qu'est-ce que vous aimeriez faire, par exemple? Je ne sais pas, etc. Bon, voilà, alors, ça dure une demi-heure, 3/4 d'heure. Revenez me voir. L'habitude est prise, voyez-vous. Et à ce moment-là, il y a une décharge du moi profond, de votre moi réel, entre les mains du psychiatre ou du psychanalyste, voyez-vous. Moi, alors les gens sont troublés par cela, bien sûr, puisque leur moi réel est violenté, si je puis dire. J'avais un camarade qui était de préparation, s'est inscrit à l'école de Paris, l'école de psychanalyse de Paris, pour exercer. Et un jour, je l'ai revu, nous étions jeunes encore, et quelques années après, peut-être 6 ans après. Et il m'a dit, oh, j'exerce, il n'était pas médecin, hein. J'exerce, ça va, il dit, j'ai une vingtaine de personnes, tu vois, je tire depuis 5-6 ans, je n'ai eu que 3 suicides. Hein. Oh, c'est pas grave, c'est pas important, vous voyez. Alors lui-même, donc, il est indifférent, voyez-vous. Et il fait ça comme les gens en ont besoin, ils ont besoin qu'on parle d'eux. Ils sont un peu faibles. Je suis là. Je sais que je ne suis pas très actif non plus. Je ne suis pas très, comment vous dire, très efficace. Mais écoutez, je ne les oblige pas à venir, il m'a dit. Ils viennent quand ils veulent. Voyez. Alors là-dessus, qu'est-ce que vous voulez faire? Vous ne savez pas si vous avez vraiment un aide-soignant, si vous avez quelqu'un qui vous écoute, si vraiment quelqu'un est capable de vous donner un conseil. Avant, dans l'église catholique, il y avait le confessionnal. C'est-à-dire, les gens disaient leur péché au prêtre, et le prêtre leur faisait prendre l'engagement, évidemment, de ne pas recommencer. Cet engagement, en latin, ça s'appelle sacramentum. C'est l'engagement du soldat devant son chef. Ça donnait le terme de sacrement, voyez-vous. Et alors, on développait le sentiment de responsabilité. Comprenez? Tandis que là, non, tu ne réponds qu'à toi-même. Comprenez? Alors, le moi est tantôt, voilà comment je conclurai, le moi est tantôt abaissé, c'est une fiction, on a le moi qu'on veut, bon, voilà. Ou tantôt, il est, disons, utilisé pour pouvoir justifier, justement, une certaine inertie, justifier l'irresponsabilité. Alors, vous avez donc le bon moi, si je puis dire, et le mauvais moi. Le mauvais moi, c'est ce qu'on appelle l'ego. Mais le mot d'ego en lui-même n'est pas mauvais. Ego signifie en latin « je ». Alors, quand vous dites je, c'est mauvais ou c'est bon? Tout dépend, vous allez me dire ce que je fais. Vous avez raison. Donc, le moi est lié à l'action. Donc, le moi, il est porteur d'une bonne action, d'une mauvaise action. C'est pour ça qu'on dit en français. Mais qu'est-ce qu'on dit en français? Le moi, je vous demande de vous corriger. Le moi se corrige. Vous voyez? Vous comprenez ce que je veux dire? Oui. C'est-à-dire que quand je dis à quelqu'un de faire son devoir, je ne lui dis pas je serai derrière vous pour vous aider. Non, vous le faites votre devoir. C'est votre devoir. Lui-même. Je dis ça que ce soit un devoir par écrit, soit le devoir d'agir, etc. Vous savez la formule de Kant que vous connaissez, que connaît bien. Je m'excuse de parler, vous parlez toujours de vous. Abou Malika, c'est tu dois donc tu peux. Tu dois donc tu peux. Ça veut dire que le devoir que nous avons est non pas adapté à notre moi, mais prendre comme manifestation l'unité du moi. C'est-à-dire sans moi, pas de devoir. Sans devoir, pas de moi. Voyez-vous? Alors ça, c'est vraiment, si vous dites ça aujourd'hui, partout, hein, vous avez vraiment une révolution. C'est d'ailleurs l'école de Francfort, justement, dont j'ai parlé, elle lutte contre ça. Voyez? Elle lutte, elle dit aux gens, voyez, le principe d'obéissance, c'est très mauvais.
Et on va regarder où ça a conduit. Je ne veux pas vous faire d'un dessin, vous voyez. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous voulez faire? Comment croyez-vous que les gens vont trouver le bonheur? Un jeune homme, une jeune femme va trouver le bonheur dans sa vie, voyez-vous, si elle part avec cette idée-là. C'est-à-dire, si elle n'est pas préparée à obéir d'abord à elle-même. Vous comprenez? Avant d'obéir à votre mari, à votre femme, au mari à sa femme, femme à son mari, il faut d'abord obéir à soi-même. Il faut comprendre ce que c'est que le devoir. Et approuver ou désapprouver ce qu'on vous dit. Vous voyez? Mais le terme de devoir, le tu dois donc tu peux, c'est vraiment la maxime idéaliste par définition. On appelle ça l'éducation prussienne, tout ça. Enfin, je m'entends dire aujourd'hui par des gens de quarantaine d'années. Voyez-vous? Quand je dis par exemple que j'ai vu dans la vidéo que j'ai faite autrefois, je sais, j'en parle parce que faut que j'en parle, mais je donnais mon expérience de professeur et surtout d'étudiants. Comme nous étions chez les jésuites, par exemple, et au lycée, c'était la même chose, on nous laissait dans des salles d'études en plein silence. Voyez-vous? Donc nous étions avec nous-mêmes. Le moi parlait au moi, si vous voulez. C'est ça la réflexion. La réflexion, c'est le moi qui se parle au moi. Alors on vous dit, ah mais non, c'est Narcisse, il se contemple dans l'eau, il s'aime dans l'eau. Voilà, on trouve toujours des images, bien sûr. Il ne s'agit pas de s'aimer dans un miroir, il s'agit de se reconnaître dans un miroir. Voilà, voyez-vous? D'où la formule, je vous dis, des anciens Grecs, c'était connais-toi toi-même, voyez-vous? Formule qu'on trouvait à Delphes, vous savez. Avant, il y avait par exemple je m'excuse de plonger un peu, mais nous faisions ce qu'on appelait des dissertations. C'est-à-dire qu'on nous donnait une phrase, par exemple, à commenter. Voyez-vous? Aujourd'hui, on a supprimé en grande partie cet exercice. On fait des commentaires de texte dans lesquels chacun peut donner son avis, même s'il ne connaît pas le sujet ni le livre. Ce qui est quand même un peu fort. Et ça participe de cette nouvelle philosophie, cette nouvelle psychologie. Voyez-vous? Vous vous êtes exprimé. Oui. Et là, où est la vérité là-dedans? Mais non, la vérité, ça, c'est une abstraction. Bien sûr. Une abstraction est une fiction. On en a besoin, bien sûr. C'est pour s'accorder. C'est pour, arranger l'édifice scientifique. On dit que c'est la vérité. Vous savez, les vérités, on me dit, c'est quelque chose qui disparaît. Hein. Qui disparaît. Il y en a des vérités, il y en a combien? Il y en a combien de vérités, on me dit? On n'arrêtera jamais de créer des vérités. Et c'est ce que j'entends dire par des collègues. Vous voyez? Bon, et puis, je préfère ne rien entendre, évidemment, qu'avoir ça. Et alors, je ne me mets pas en colère parce que, pourquoi je me devrais me mettre en colère? Je ne le fais pas parce que je sais que ces gens-là ne sont pas coupables. Ils sont coupables, disons, en certain sens, mais ils ne sont pas réellement responsables non plus. Parce qu'ils ont été induits en erreur. C'est justement le propre d'Iblis. Iblis, qu'est-ce qu'il fait? Il trompe l'homme. C'est tout. Il le trompe. Et alors, il dit ensuite, quand il est trompé, qu'est-ce qu'il dit à l'homme? Non, non, je ne t'ai pas trompé. Tu t'es trompé. N'est-ce pas? C'est comme ça que là. Tu t'es trompé. Je ne suis pas responsable. Pourquoi tu as obéi à ce que j'ai dit? Tu sais bien. C'est expliqué dans le livre, bien sûr. Oui. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je ne suis pas un prédicateur, vous savez. Enfin, je vois quand même les choses comme elles sont, quoi. Bien entendu. Ben oui, Alors, écoutez. Professeur, je voulais peut-être donner une dernière question à l'un de nos intervenants. Et comme ça, après, on vous libère. Merci. C'est un mot qui n'est pas exact, mais qui est... oui. Mais avec vous, je ressens la liberté. Voilà. Alhamdulillah, tant mieux. On écoute le monsieur alors. Je vous en prie, monsieur.